Bonjour à tous. Je vous propose de reprendre notre aventure dans le livre-jeu Le Phare de 2 Architecture Arts. Alors, nous avons déjà dans une première vidéo commencé à lire le prologue et la construction de la psyché de notre personnage Ange le Bon. Alors, on va voir ensemble. Donc, nous avons déjà parcouru tout ça en guise de prologue, solide, magnifiquement écrit. On a vu quelques règles de base avec les caractéristiques physiques et mentales du personnage que nous allons incarner dans cette aventure. Et incarner, c'est vraiment le mot parfait. Euh, L'histoire était dès le départ très prenante, très immersive, avec une ambiance lourde qui se pose vraiment très très fort. Et j'ai hâte de découvrir la suite avec vous. Donc c'est parti. Nous en étions à l'arrivée de Ange le Bon au phare et on nous disait à la fin, si vous êtes prêts, rendez-vous maintenant au 300. C'est ce qu'on va faire. Alors je l'ai déjà dit dans la première vidéo, mais le livre est vraiment souple, très très agréable à manipuler. C'est un plaisir, déjà au contact. Donc, on cherche l'entrée 300. La voici. Une chambre minuscule, dont l'unique fenêtre étroite, poissée d'embrun, surplombe la mer depuis les hauteurs du phare. Une lettre soigneusement repliée est posée sur le coin d'une table de travail. Si vous découvrez cette scène pour la première fois, rendez-vous au 200. On ne va pas lire la suite, c'est bien le cas. Donc, allons au numéro 200. Vendredi 16 novembre 1923, 19h30. Voilà, nous y sommes. J'espère que tout est en ordre, que je n'ai rien omis ni négligé dans mes préparatifs. Le phare demeure mon refuge, mais j'ai l'impression confuse et peut-être hallucinée qu'il retient lui aussi son souffle. Comme si cet assemblage de pierres comprenait intimement, par une forme de conscience dont j'ignore l'origine, que nous sommes les derniers remparts face au mal. Lui et moi, assiégés par les vagues du chaos. Jamais je n'aurais imaginé affronter un tel supplice, un tel destin, pareil calvaire. Jamais je n'aurais pensé devoir contempler avec une crudité si glaçante l'abîme plongeant vers les enfers, obscène royaume du tourment éternel. Je croyais que les cauchemars de la Somme, de la Marne ou du chemin de Dame, ces charniers à ciel ouvert, représentaient l'acmé de l'horreur terrestre. La guerre m'a volé ma jeunesse, mes espérances, consumant jusqu'aux ultimes fragments de mon être dans le creuset sordide d'un alchimiste aliéné, pour en extraire un précipité pur d'ignominie. Je me suis trompée, lourdement trompée. D'autres spectres ont surgi des limbes, d'autres supplices plus effroyables encore, car jusque-là, je n'avais combattu que des hommes. Ma peur est des hommes. Nul ne peut se préparer à ce que j'ai traversé ces dernières nuits. Ces longues heures éteintes, imprégnées d'un parfum de fin du monde. Il ne me reste que peu de temps. Le soleil s'effondre dans la mer d'Iroise embrasant les flots. Une tempête approche. Des nuages livides comme des ecchymoses roulent au nord sur un ciel de plomb. Ils seront bientôt là. Une lune gibbeuse s'est glissée parmi les nuées courroucées, juchée sur ses coussins d'éther, spectatrice muette. Qu'ai-je retiré de tout cela ? Quels seront mes derniers mots ? L'ultime pensée que je dois coucher sur le papier en guise de testament ? Il n'est pas aisé de résumer une vie en quelques lignes que l'on voudrait sincère et qu'on craint trop pathétique. Je pense, peut-être naïvement, à cette maxime qu'un soldat s'était fait tatouer sur l'épaule de retour du front. Il vaut mieux allumer une bougie que maudire l'obscurité. Je la traduis maintenant au terme de ce chemin par la capacité à résister à l'oppression n'est pas un don octroyé par le destin, mais une responsabilité à assumer. Alors voilà. Ceci est sans doute ma lettre posthume. Si vous la lisez,
Cela signifie que je suis mort, mais pas en vain. Je clôt mon existence sur cette dernière pensée. Faites-en ce que vous jugerez bon. Il n'y a pas de fatalité absolue, d'inéluctable. Certes, des spectres hideux rôdent dans l'ombre, sapant nos désirs de liberté, cherchant à imposer leur dogme autoritaire, guettant la faille de notre vigilance. Mais il n'y a aucune marée inarrêtable, aucune destinée gravée dans le marbre. Des vagues d'oppression se succèdent, obstinées, incessantes et violentes. Et pourtant, tous les possibles demeurent tant que l'espoir, même vacillant, subsiste dans nos cœurs révoltés. Jusqu'au bout, il faudra y croire. Se résigner, c'est déjà abdiquer. Dans les ténèbres, on s'acharnera toujours à dénicher la moindre lueur, fût-elle mince comme un clou, s'enfoncer au plus profond des ombres pour y retrouver l'envie de renaître. Ne doutez jamais de l'aube. Elle viendra. Elle reviendra. Adieu, ange. Une lettre posthume. On vient de commencer l'aventure et apparemment c'est sa lettre d'adieu. Rendez-vous au 1, allons-y. Quand on se retrouve seul dans un lieu inconnu et déserté par la civilisation, tout peut paraître hostile. Le phare monacal qui transperce le ciel d'orage, le rivage gris où s'acharnent les vagues, le vent cinglant qui couche les maigres herbes jaunies et les buissons d'épines. Ici, le froid mord plus intensément. L'horizon sans limite donne le vertige et on se surprend à couler des regards inquiets par-dessus son épaule, comme si l'absence nourrissait nos peurs et que du vide s'extirpait quelque démon tout droit surgi de l'enfance. Il doit être 16 heures, un peu plus peut-être, mais le ciel bas où des mouettes et macareux s'élèvent sans peine à la faveur des ascendants a jeté sur le monde une clarté en berne. Tel un homme confronté à la révélation d'un message énigmatique délivré par un prophète sans parole, vous ne sauriez dire si cette lumière vacillante annonce la fin de la journée ou la fin des temps. Les ombres s'étirent, le crépuscule d'hiver se fait pressant. Vous frissonnez sous la risée. Une fine pluie se met à tomber en un rideau léger, oblique, soumis au vent, qui détrempe à peine votre caban de grosse laine. L'île paraît soudain étrange, presque hostile. À bien les observer, ces grands rochers noirs qui édifient une muraille aux formes torturées et aux faces rongées ne semblent pas issus de quelques efforts telluriques qu'expliquerait la docte géologie, mais plutôt façonnés, sculptés par une peur ancestrale devenue dès lors leur nature profonde. Si vous décidez de vous hâter pour rentrer vos bagages et investir les lieux, redoutant l'orage grondant au large, allez au 26. Et si nous possédons l'attribut frondeur, on a une autre option. Frondeur, nous ne l'avons pas. On va donc aller au 26. Ah, parfait. L'averse, jusque-là timide, s'abat à présent du ciel noyé, en immense traînée alors que vous terminez votre ultime aller-retour. Les bras chargés de ballots détrempés, le visage rougi par l'effort, vous sentez une fatigue sourde vous gagner. L'obscurité grise rampe à son aise au cœur de la tour de pierre, où vous siégez désormais tel un monarque solitaire, régnant sur un royaume d'embrun et de silence. Le froid, nourri par l'absence de vie, prend également ses quartiers. Il s'accroche au mur, dévale en un souffle glacé l'escalier en colimaçon menant vers les étages supérieurs. Vous allumez une lampe à pétrole, et la flaque chaude de lumière qu'elle diffuse chasse partiellement les ombres inquiétantes. Votre inspection du lieu, pour l'heure sommaire, vous permet de repérer les pièces principales. Posez devant vous le plan du phare de Beg-Arvran et examinez-le. On va faire ça. Alors, le plan du phare. Ici, on a sa photo classique. Et à l'arrière, nous avons ce plan. Avec des jauges pour la nourriture, les outils, le pétrole, le bois.
Ensuite, on a des rituels de survie. Alors, il faudra manger, se reposer, utiliser le poêle et entretenir la lanterne. Donc ici, l'entrée du phare, la chambre, un bureau et certainement le lieu de travail. Donc il y aura des phases crépuscule, journée et aurore. Et en haut, on nous propose des dates. Donc l'aventure va se passer sur 1, 2, 3, 4, 5 journées. Donc une semaine pleine. On va poser ça. Je vais décaler un petit peu ce plateau-là. Et on va se mettre le phare par ici. Perdu dans vos pensées, vous sursautez lorsque vous entendez distinctement la porte d'entrée grincer sur ses gonds dans votre dos. Décidez immédiatement de l'arme que vous avez choisi d'emporter sur l'île sans réellement assumer la raison. Prenez la carte correspondante parmi les objets. Alors, nous pouvons prendre un fusil Lebel qu'on a réussi à conserver illégalement après-guerre, si on possède frondeur nihiliste, soldat ou vétéran. Et nous n'avons pas tout ça. Ou alors, un pistolet rubis que vous avez acheté à un ancien sergent dans le besoin en 1919. Fabriqué en Espagne et utilisé par l'armée française tout au long du conflit, ce semi-automatique de calibre 32 ACP 7,65 mm est à la fois robuste, facile à manipuler et relativement compact. Quel que soit votre choix, vous avez emporté avec vous suffisamment de munitions pour 2 rechargements. Donc on va devoir prendre dans les objets, munitions ici, et notre arme, un rubis du coup. Ok. Alors, donc la description, l'utilisation nécessite une carte, munitions par usage de l'arme. Ok. Donc à chaque fois qu'on va s'en servir, on va dépenser toute une carte munitions. Et les cartes munitions, les voici. Des balles et cartouches soigneusement rangées, indispensables pour charger fusil ou pistolet. Pour l'utiliser, défausser une carte munitions à chaque séquence de tir. Ok, donc il faudra rester parcimonieux sur l'utilisation des armes. On va continuer. Si vous avez opté pour le rubis, vous pouvez estimer l'avoir gardé avec vous prêt à servir ou au contraire l'avoir rangé parmi vos affaires, considérant qu'il serait inopportun de circuler armé en temps de paix. Si vous avez préféré le fusil Lebel, ce n'est pas le cas. Vous faites face, pistolet en main, à ce qui vient de franchir le seuil du phare, allez au 187. Vous n'êtes pas armé, par contrainte ou par choix. Rendez-vous au 83. Je ne suis pas armée. Allons au 83. J'ai préféré garder le pistolet dans mes affaires. Parce qu'effectivement, nous ne sommes plus en temps de guerre. Je l'ai pris pour me rassurer, mais je ne compte pas m'en servir à tout va. Votre imagination bouscule votre esprit fatigué, mais la lucidité tient bon sur l'autel de la raison. Prêt à faire face à un éventuel danger, vous demeurez conscient que la solitude peut parfois altérer notre perception du réel et engendrer des réactions saugrenues. Vous n'êtes donc guère surpris de constater qu'il ne s'agit pas d'une créature nocturne effroyable, mais d'une simple bourrasque saturée de pluie, venue s'inviter sans permission dans votre nouveau logis. Poussant un rugissement sonore, elle s'engouffre comme un ogre affamé dans la salle principale. Rendez-vous au 103.
Vous repoussez du pied le ventail en chaîne qui gémit sous la contrainte. À peine refermé, une violente rafale de vent le rabat brutalement vers l'intérieur avec une force redoublée. Prenez la carte événement numéro 4 et placez-la sur le plateau de jeu à l'emplacement indiqué. Les cartes événements sont ici. Alors, la numéro 4. Et nous avons là une porte fracturée. La porte en bois de l'entrée bat sous le vent avec un loquet qui peine à s'engager. Une rafale plus forte pourrait facilement l'ouvrir, laissant le froid s'infiltrer et exposant l'intérieur du phare. Il faudra dépenser une ressource outil, une ressource bois et un point d'action pour réparer la porte. Ou 5 points d'action si on n'a pas le matériel nécessaire. Si c'est ignoré, la structure du phare sera fragilisée. Ok. Je vais poser ça ici pour l'instant, je réagencerai un peu plus tard. Il faudra tôt ou tard vous occuper de ce problème, mais pour l'heure, vous vous contentez de caler la porte pour la nuit en y appuyant la lourde caisse remplie des livres que vous avez emportés, espérant alors profiter de cette retraite propice à la lecture. Le rez-de-chaussée, où résonnent vos pas comme dans une vaste cathédrale, évoque le ventre creux d'un dragon assoupi, empli de rumeurs et de solennité. Dans les 2 pièces qui composent la réserve sont stockés les vivres et le pétrole, ainsi que quelques outils posés sur des étagères vermoulues. Pour la plupart, de véritables antiquités alignés sur les rayonnages d'un musée oublié, dont vous seriez l'unique visiteur. Un niveau au-dessus se situe votre logis. Une chambre modeste, pourvue d'un lit sommaire, d'un poêle usé et d'une table de bois où d'autres que vous ont pris leur repas, sacrifiant parfois la surface patinée de la pointe de leur couteau. Ces vieilles cicatrices forment des entrelacs de sillons, d'arabesques confuses à la signification presque mystique. Quelques vêtements pendent encore à des patères, attendant patiemment leurs propriétaires qui ne reviendront sans doute jamais. Au second étage, la tour devient un poste d'observation. Cartes froissées, carnets à l'épaisse couverture de cuir et instruments de mesure encombrent un bureau de marine. C'est là que les tempêtes écrivent leurs récits muets sur le baromètre et que l'horizon attire le regard du gardien de veille. La longue vue en laiton est suspendue au mur, prête à l'action. Il y a même le gros téléphone en bakélite noir dont l'ingénieur vous avait parlé dans l'espoir de vous rassurer. Il repose sur le rebord de la fenêtre, luisant faiblement dans la pénombre. Si vous décrochez le combiné par acquis de conscience pour vérifier que la ligne fonctionne, rendez-vous au 154. Évidemment, je vais faire ça parce que, étant bien isolée, je tiendrai effectivement à m'assurer que mes communications avec le monde sont possibles. Portant le lourd écouteur à votre oreille, vous tournez résolument la manivelle pour gérer un courant d'appel, mais grimacez en constatant que seul un léger grésillement vous parvient de l'autre bout de la ligne. Vous vérifiez sommairement le micro à charbon, repositionnez la batterie logée sous le socle, actionnez le commutateur et tentez à nouveau. Une voix faible, entrecoupée, presque inaudible se fait alors entendre. « Allô ? Allô ?» Insistez-vous sans rien comprendre à ce que l'opératrice cherche à vous dire. Peine perdue. Vous raccrochez, un brin dépité. Le seul lien tangible avec le continent semble rompu pour le moment. Vous ne savez pas s'il faut s'en réjouir ou s'en inquiéter, bien que tôt ou tard, il sera sûrement opportun d'essayer de réparer cet appareil. Trouvez la carte événement numéro 12 et posez-la sur le plateau de jeu à l'endroit indiqué. Numéro 12. La voici. Le téléphone hors service. Résolution, on regardera tout ça plus tard.
On doit ensuite se rendre au numéro 79. Un étage plus haut, les rouages grinçants et le métal corrodé du mécanisme de rotation, ainsi que des contrepoids endormis dans leur apathie, attendent la main qui leur redonnera vie. Tout au sommet, le cœur vibrant du phare, la lanterne. C'est la dernière lueur à l'ouest de cette aire, prête à réveiller l'obscurité d'un éclat tremblant, une étincelle projetée sur l'océan infini, lorsque plus aucune autre lumière ne subsistera dans le monde. Rien n'a bougé. Beg Arvran a patienté, faisant le dos rond dans les tourments tout ce temps, même si quelques marques de dégradation apparentes témoignent comme des cicatrices de certaines blessures subies face aux assauts des éléments. Cette première visite rapide effectuée, vous redescendez précautionneusement les marches jusqu'au rez-de-chaussée. Bien que vous soyez fourbu après ces longues heures d'effort, il vous faut encore évaluer vos ressources afin d'anticiper leur gestion jusqu'au prochain ravitaillement, attendu d'ici 3 jours tout au plus. Avant de vous atteler à cette tâche, vous apercevez une lampe tempête en cuivre étamé, accrochée à un vieux clou dans l'entrée. C'est un robuste modèle de 1921, doté d'un réservoir pour le pétrole et d'une large cheminée de verre protégée par une armature métallique. Vous vous en emparez, ajoutant ainsi l'objet numéro 3 à votre équipement. Désormais, vous pourrez également l'emporter lors de vos expéditions diurnes si le besoin d'éclairer un recoin sombre de l'île se fait sentir. Donc, nous avons l'objet numéro 3. Notre lampe tempête, elle renforce la lumière du phare ou repousse les ténèbres. Et nous allons ensuite au 135. En ouvrant la porte grinçante du garde-manger, vous découvrez ce qui s'apparente au strict minimum pour survivre. Des caisses poussiéreuses contiennent quelques conserves métalliques, bœuf salé, haricots en sauce, des morceaux de viande séchée et du poisson en saumure. Plusieurs miches de pain un peu rances ont été emmaillotées dans des carrés d'étoffe. 2 lourds bidons de fer blanc reposent contre un mur rempli d'une eau qui semble avoir stagné bien trop longtemps. L'odeur vous prend au nez, le goût est désagréable, mais la soif ne vous laissera guère le choix. Mieux vaudra la filtrer ou la faire bouillir si vous escomptez la boire sans tomber malade. Vous comprenez que vous disposez de vivres très limités et qu'il est à espérer que le ravitaillement prévu ne souffre d'aucun retard. Peut-être serait-il plus avisé de gérer prudemment vos réserves. Placez le marqueur de la jauge de ressources nourriture sur la case 2 du plateau de jeu. Alors, et là, on va devoir pousser un petit peu tout ça. Donc, la jauge de nourriture, elle se trouve ici. Et là, on a les petits jetons pour indiquer où se situe notre jauge. Hop. Là, comme ça, on aura tout sous les yeux. Je vais déjà remettre les cartes événements à leur place. Par ici. Alors, pour la nourriture, on nous dit: vous devrez consommer une ressource nourriture chaque jour. En cas de pénurie, vous perdrez 2 points de physique. Notez que vous avez déjà pris un solide déjeuner avant votre départ sur l'île, mais la faim commence à vous tenailler. Tandis que s'étire cette journée interminable, votre estomac vide se rappelle à votre mémoire, manifestant un mécontentement par des grognements équivoques. Nous allons ensuite au 18.
Dans la petite pièce voisine qui fait office d'atelier, vous découvrez un imposant réservoir aux arêtes partiellement rouillées. Une étiquette, rédigée d'une écriture aux lettres arrondies, indique pétrole, lanterne. Ce carburant est le sang du phare, sans lequel la lumière ne peut percer les ténèbres. Si le précieux liquide venait à manquer, la mer resterait plongée dans une obscurité oppressante, rendant les nuits plus dangereuses encore. En cognant du plat de la main sur la paroi métallique, vous grimacez en constatant que la cuve n'a guère été remplie. La quantité semble tout juste suffisante pour quelques veillées nocturnes. Là encore, vous vous dites que si le ravitaillement se faisait attendre, la pénurie de carburant deviendrait un réel problème. Placez le marqueur de la jauge de ressources pétrole sur la case 3 du plateau de jeu. Alors, pétrole, c'est celui-là, case 3. Vous devez utiliser une ressource pétrole avant chaque crépuscule pour maintenir la lanterne allumée. Sans cela, la lumière s'éteindra et le phare ne pourra plus jouer son rôle de veille nocturne. Perdu dans vos réflexions, votre regard se pose sur une solide corde tressée, l'objet numéro 11, abandonné près d'un établi qui devait servir d'amarre. Non loin, un pied de biche, objet numéro 9, se dresse contre le mur, un peu rouillé mais encore robuste, tandis qu'une hache de bûcheron, objet numéro 4, traîne dans un coin, lame épaisse et manche élimée, évocateur d'un usage intensif. Vous regroupez soigneusement ces objets, estimant qu'ils pourraient bien vous être utiles plus tard. Lors des prochaines phases d'exploration diurne, vous aurez le loisir d'en emporter tout ou partie dans votre sac à dos, limité à 6 emplacements. Rendez-vous désormais au 97. Alors, on va déjà récupérer nos objets. Nous avons l'objet numéro 9, l'objet numéro 4 et il en restait un, oui, l'objet numéro 11. Donc, le pied de biche, qui facilite l'ouverture de contenants fermés ou la démolition légère. La hache, qui récolte du bois plus efficace ou arme de secours en cas de besoin, effectivement. Ou la corde tressée, se hisser sur un rebord, maintenir une structure, sécuriser une descente. D'accord. Donc, on a tout ça à notre disposition. Et donc, rendez-vous au numéro 97. Sur les étagères de l'atelier, vous repérez un assortiment d'outils rudimentaires couverts de poussière. Un marteau à la tête partiellement rouillée, des clous tordus, une scie dont la lame aurait bien besoin d'un aiguisage en règle, quelques planches de bois, mal entreposées, ont souffert de l'humidité. Certaines ont gonflé, d'autres pourries dans une agonie inévitable. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais cela suffira pour un temps à effectuer les premiers travaux indispensables. Le bâtiment est ancien et chaque coup de vent risque d'aggraver encore son état déjà précaire. Les maigres matériaux laissés à votre disposition vous font comprendre que vous serez vite livré à vous-même si des détériorations plus sérieuses devaient survenir. Placez le marqueur de la jauge de ressources outils sur la case 3 du plateau de jeu. Donc les outils ici. Ces outils vous serviront pour réparer d'éventuels dégâts posés par les intempéries ou les accidents. Le nombre de ressources nécessaires dépendra de l'importance des dommages. Vous en avez terminé avec l'inventaire du rez-de-chaussée. Il ne reste plus qu'à vérifier avant de prendre un peu de repos votre stock de bois de chauffage en vous rendant au premier étage dans vos quartiers. Allez au 208.
Un tas de bûches mal taillées repose près d'un vieux poêle en fonte, au centre de la pièce à vivre. Le froid mordant de cette fin d'automne s'infiltre déjà à travers les murs de pierre, et il ne fait aucun doute que les nuits à venir seront glaciales. Si vous ne parvenez pas à maintenir un feu constant, vous souffrirez d'engourdissement et une fatigue insidieuse finira par vous submerger. Une fois encore, vous constatez que vos réserves sont maigres. Vous devrez vous rationner si vous espérez tenir jusqu'à l'arrivée du remorqueur, à moins d'aller en chercher ailleurs sur l'île. Placez le marqueur de la jauge ressources bois sur la case 4 du plateau de jeu. Par ici. Chaque nuit, vous devrez consommer une ressource bois pour allumer un feu. Si vous ne le faites pas, vous perdez un point de physique à cause du froid. En cette première soirée, vous vous contentez d'attiser quelques flammes, profitant des bûches partiellement consumées qui somnolent encore dans l'âtre. Vous ne perdez donc pas de points de physique et n'entamez pas votre réserve. Cette fois, vous voilà seul maître à bord, dérivant sur un navire immobile au milieu d'un océan de ténèbres, sans savoir si vous aurez la force de le traverser. Si vous souhaitez dîner, l'estomac désormais dans les talons, rendez-vous au 291. Si vous préférez ne pas déjà puiser dans vos maigres provisions, allez au 252. Personnellement, je mangerai un peu pour être en forme et être prêt pour tous les travaux qui m'attendent déjà demain, puisqu'apparemment le phare est en piteux état. 291. Un aller-retour à la réserve et vous remontez les escaliers jusqu'au poste d'observation. Dans un antique panier en osier, vous avez empilé quelques boîtes métalliques de la conserverie Jean Hénaf et compagnie, pâté sardines, un quart de litre de vin rouge, quelques biscuits secs et une miche de pain un peu rassis. L'ensemble composera un dîner improvisé, modeste, mais honnête. Diminuez de 1 point votre jauge de ressources nourriture. Ça va aller vite, hein. Là. Vous mangez rapidement, rêveur, le regard instinctivement tourné vers la fenêtre. Dans la nuit épaisse qui a répandu sa noirceur comme un encrier renversé sur la blancheur du monde, la vitre ne vous renvoie plus que votre propre reflet fatigué, un visage blême aux yeux cernés. La lassitude vous envahit, mais vous avez décidé de profiter de cet isolement, presque un exil, pour recueillir vos pensées dans un journal de bord, une sorte de catharsis nécessaire. Nous allons à présent au 190. Votre chambre exiguë, presque une cellule, est plongée dans l'obscurité. Une simple lampe abandonnée sur la table diffuse timidement sa flaque de lumière parmi les ombres, tandis que vous tournez délicatement la molette crantée. Dehors, le ressac des vagues invisibles murmure un chant d'éternité, une épaisse couverture jetée sur les épaules, une tasse de café fumant en main et la nuit pour compagne. Assis devant la petite machine à écrire, elle aussi du voyage, vous prenez une profonde inspiration avant de poser vos doigts sur les touches rondes, cerclées de laiton, tel un concertiste face à son piano, lisse, la campanella. Dimanche 11 novembre 1923, 21h12. Il y a une bête vivant en moi. Elle s'est glissée par la fenêtre brisée de ma jeunesse, au premier jour de la guerre, au premier soldat que j'ai vu mourir, fauché par des balles qu'a vomi l'aurore. Il devait avoir mon âge, je ne connaissais pas son nom. Sans doute portait-il celui de tous ceux que l'on a envoyés à l'abattoir, dans ce vaste élan de folie qui déferlait alors sur le monde. S'il n'y avait pas eu l'urgence de l'assaut, le fracas des obus et le crépitement infernal des mitrailleuses, j'en aurais pleuré de chagrin. Ce que je n'ai pas compris tout de suite, c'est que je suis mort avec lui, ce jour-là, à cet instant précis. Et à chaque cadavre de plus, un peu davantage. C'est alors qu'elle est entrée. Elle s'est nourrie des horreurs que j'ai vécues, des cauchemars qui les ont suivies.
quand, les yeux grands ouverts dans mes nuits d'insomnie, je revoyais ce soldat un matin blafard au poste de secours, tentant pathétiquement de retenir ses entrailles glissant entre ses doigts. Ou cet autre, durant un assaut, qui avançait encore avec la moitié du crâne en moins, ou ce dernier, rampant dans la boue, comme un ver, privé de jambes et de mots, ne traînant plus qu'un sillage ensanglanté. Alors, je la nourrissais. Elle était là, tapie au fond de moi, avide de me tourmenter dès que je baissais la garde, que ma volonté flanchait. Elle devenait plus hardie à l'approche du crépuscule, ou quand le vent mugissait sur les labours gelés de l'argote. Elle mordait mes chairs, torturait mon âme, impatiente de se libérer, de déferler sur le monde et de hurler toutes les souffrances enfuies. Et pourtant, paradoxalement, c'est elle qui m'a maintenue en vie tout ce temps. Je me suis parfois demandé si elle ne contrôlait pas tout. Mon corps, mon esprit, un effrayant parasite. Un raclement sourd vous arrache à la page en train de naître. Vous suspendez vos mains au-dessus du clavier, le cliquetis interrompu net. Votre respiration s'emballe. Vous reconnaissez, avec cette impression de déjà-vu, le grincement des gonds de la porte d'entrée. Si vous lancez un « qui va là ?» d'une voix aussi ferme que possible, rendez-vous au 131. Si vous saisissez votre arme et descendez sur la pointe des pieds vers le rez-de-chaussée, allez au 47. J'étais en train d'écrire mon vécu, mes souvenirs sur les horreurs de la guerre. Je pense que j'ai le réflexe de prendre mon arme, de rester discret et de devenir moi-même la menace. Je vais aller au 47. Décidé à ne pas vous laisser submerger par une crainte infondée mais prêt à toute éventualité, vous empruntez furtivement le colimaçon de pierre. Votre champ de vision se limite à ces marches inégales s'enroulant telles les anneaux d'un serpent, spirale d'incertitude sur l'axe de l'escalier. L'instinct de soldat que vous croyez endormi, engourdi par les années se réveille aussitôt. Les gestes précis pour charger votre arme, la respiration suspendue, tous vos sens aux aguets. Mieux vaut envisager le pire que de se laisser surprendre. Combien de vos camarades d'infortune ont été tués sans méfiance alors qu'ils vidaient leurs intestins malades dans les feuillets soudain bombardés. Non, il n'y a pas de place pour la négligence, encore moins pour l'insouciance, bien que... Une présence ? Quelqu'un ou quelque chose qui vient à votre rencontre, un souffle glacial. Vous ne percevez ni le bruit de ses pas, ni même le son étouffé de quelques mots chuchotés, mais ressentez une animosité profonde, ancienne, presque pure, une malignité qui vous transperce comme un pieu enfoncé dans la poitrine. Vous vous jetez en avant, l'épaule plaquée contre la paroi pour compenser l'élan de votre assaut, espérant surprendre l'inconnu. Un mouvement, furtif, incertain, puis rien. Le doigt sur la détente, encore prêt à appuyer. Mais il n'y a rien. Rien. Hormis la morsure glaciale du vent qui tourbillonne un peu plus bas, et cette odeur âcre, indescriptible, qui flotte dans l'air, comme la preuve ténue que vous n'avez pas rêvé. Nous allons à l'entrée 177. Une fois de plus, vous trouvez la porte du phare grande ouverte sur une nuit plus impénétrable qu'un gouffre sans fond. Les dalles de granit juste derrière le seuil sont trempées par la pluie froide que poussent les bourrasques rugissantes. La caisse de livres, qui avoisine les 10 kilos, gît renversée au milieu du vestibule. Le ciel n'annonçait cependant pas de tempête, et le vent paraît trop faible pour justifier cela, mais vous refusez d'envisager une autre explication. Ce ne peut être qu'une rafale plus violente que les précédentes qui a eu raison de votre réparation de fortune. Voilà. D'ailleurs, aviez-vous vraiment calé le ventail avec suffisamment de soin ? Pourtant, tandis que vous ramassez les ouvrages éparpillés, battant des pages comme des papillons de papier agonisant, votre regard se fige sur une trace étrange qui ressemble à s'y méprendre à une empreinte de pied nus
dont les vagues contours luisent sur la première marche de l'escalier. Si vous décidez de monter la garde le reste de la nuit au rez-de-chaussée, emmitouflé dans votre épaisse couverture après avoir consciencieusement replacé la caisse de livres, rendez-vous au 88. Si vous choisissez de demeurer éveillé, mais que vous en profitez pour vous remettre à écrire, toujours aux aguets, allez au 142. Si vous refusez de céder à la panique, vous pouvez pousser une lourde malle remplie d'outils contre la porte avant d'aller enfin vous reposer quelques heures. Rendez-vous dans ce cas au 109. Je pense que je vais essayer de me raisonner et de me dire qu'il vaut mieux que je me repose. Parce que la journée du lendemain sera longue. Je vais certainement penser que toutes les horreurs que j'ai vues et vécues me jouent des tours dans mes souvenirs, dans ma mémoire. Je vais me reposer. Donc je vais aller au 109. Alors sans trop de conviction, j'avoue que je suis très hésitante. Mais il faut bien prendre une décision. À peine allongé sur le grabat de fortune et malgré les événements singuliers de la journée, vous sombrez dans un sommeil sans rêve. Pendant un instant, votre esprit reste suspendu, accroché au lent mouvement pulsatile de la mer, elle qui murmure au cœur blessé les secrets du large. Le maigre feu déjà à l'agonie dans le fourneau a libéré juste assez de chaleur pour que le froid de la nuit ne s'installe pas totalement. Vous vous enfoncez peu à peu dans une torpeur épaisse, et les ombres de la pièce se dissipent dans la quiétude d'un sommeil apaisé. Le mur du phare, griffé de sel et creusé de veines sombres, deviennent pour cette nuit les remparts d'une forteresse inexpugnable, sur lesquels s'écrasent les cauchemars hantant vos souvenirs. Une pâle clarté grise descendue des étages supérieurs vous réveille au matin blême. L'obscurité des heures passées semble lointaine, presque irréelle, comme balayée par la lumière d'un jour neuf, où les tourments n'ont plus de prise. On peut regagner 1 point de mental et 1 point de physique. Et rendez-vous au 150. Ce paragraphe tient lieu de règle, car au balbutiement de l'aube dès le lendemain de votre arrivée sur l'île, c'est à vous qu'il revient de décider des actions d'Ange jour après jour. Vous trouverez sur le plateau un résumé des consignes qui suivent, mais en cas de doute, n'hésitez pas à revenir ici pour vérifier un point précis. Le matériel du jeu. Il se compose des éléments suivants. Un plateau de jeu illustrant le phare en coupe ainsi que la progression des journées, donc du lundi 12 au vendredi 16 novembre, en 4 phases distinctes. Aurore, journée, crépuscule, nuit. Les jauges de ressources, nourriture, bois, outils, pétrole, et les cases des rituels de survie à accomplir chaque jour. S'alimenter, se reposer, utiliser le poêle, entretenir la lanterne. Une carte de l'île de Beg Arvran représentant l'environnement d'exploration et les lieux accessibles pendant la partie. 22 cartes objets spéciaux rangées dans votre sac à dos ou stockées au phare. 15 cartes événements liées aux dysfonctionnements imprévus ou avaries survenant au cours de l'aventure. 6 cartes lieux. 9 mini-cartes attributs et afflictions, parfois recto-verso, à placer sur la fiche de personnage. 27 mini-cartes secrets, numérotées et nommées, représentant les découvertes de l'aventure. 12 mini-cartes ressources, également recto-verso, permettant une grande variété de situations. Fiche de personnage avec 2 jauges de caractéristiques mentales et physiques, 6 emplacements de sac à dos pour les objets et ressources, les zones prévues pour poser les attributs et afflictions, un pion représentant ange à déplacer lors des phases d'exploration, 12 jetons rouges correspondant aux points d'action journaliers, 2 jetons verts, un pour chaque caractéristique pour symboliser le niveau maximum de physique et de mental, 2 jetons bleus, donc ça c'est le niveau actuel,
4 jetons pour suivre le niveau des ressources, on les a posés. Un jeton pour suivre les jours sur le plateau. 2 jetons RS orange pour indiquer que les rituels de survie s'alimenter et utiliser le poêle ont bien été réalisés pendant la journée. Alors, début du jeu et disposition initiale. Marqueur de temps. Placez un jeton bleu sur la case Aurore. Alors, un jeton bleu. Un jeton bleu. Où ai-je ça? Là, je n'ai pas de jeton. J'ai ces jetons-là. Ça, c'est les jetons ressources. Mes jetons mental et physique ici. Et jetons bleus. Ça doit être les petits jetons de phare, peut-être. On va dépuncher tout ça. Donc là, il y avait 12 jetons de points d'action. Et là, c'était pour les rituels de survie, ces petits jetons-là. Je vais rapprocher un peu ceci. Alors, on me demandait un jeton bleu sur la case Aurore. Où est l'aurore? Ici. Ok. Lundi 12 novembre, pardon, dans la zone du plateau dédiée au déroulement des journées. Donc ce sera ici. Cette frise temporelle suit l'aventure sur 5 jours et 5 nuits, du lundi 12 au vendredi 16 novembre 1923, chacun découpé en 4 phases successives, aurore, journée, crépuscule et nuit. La fiche de personnage. Elle comporte une zone symbolisant les 6 emplacements du sac à dos qu'Ange emporte avec lui lors de ses déplacements. Ces emplacements peuvent contenir des objets, donc issus des cartes objets spéciales, des ressources, bois, outils, nourriture ou pétrole. Vous pouvez gérer vos ressources de la façon suivante. Au phare, réorganisez librement votre sac à dos. Défaussez les cartes ressources pour incrémenter les jauges correspondantes, nourriture, bois, outils, pétrole. Stockez des objets dans le phare pour les reprendre plus tard. Sur un lieu, si votre sac à dos est plein, vous pouvez y laisser temporairement un objet ou une ressource dans l'espoir de revenir le récupérer après avoir déchargé au phare. Cela nécessite un ou plusieurs allers-retours, un point d'action par trajet. Vous pouvez aussi échanger un objet de votre sac contre celui trouvé en laissant l'objet non conservé sur le lieu. Attention, sauf indication contraire dans le texte, exemple marée montante ou lieu condamné, les objets et ressources laissés sur un lieu restent accessibles jusqu'à la fin de la journée. À la phase de crépuscule, tout élément laissé sur un lieu est définitivement perdu. Enfin, un pion représentant Ange vous permet de visualiser sa position sur le plan de l'île à tout moment, que ce soit lors de ses explorations ou lorsqu'il retourne au phare qui constitue sa base de repli et son unique refuge. Les armes à feu et munitions. Comme tout autre équipement, les armes à feu sont considérées comme des objets. Si vous décidez d'emporter une arme lors de votre exploration, elle occupe un emplacement dans le sac à dos. Toute arme supplémentaire prendra également un emplacement distinct. Les cartes munitions, en revanche, peuvent être empilées sans limite, soit sur l'arme correspondante si elle est dans votre sac, soit entre elles, sur un seul emplacement du sac à dos si vous n'avez pas d'arme avec vous. Si Ange transporte un revolver et 3 cartes munitions, il pourra les empiler sur la carte arme sans occuper d'emplacement supplémentaire. En l'absence d'armes, ces 3 munitions prendront tout de même un seul emplacement. Ok. Les événements initiaux. En ce début de jeu, tirez autant de cartes événements pour qu'il y en ait 3 sur le plateau. Chaque carte événement représente un dysfonctionnement ou une menace concrète pesant sur le phare. Placez-les face visible à l'endroit indiqué sur le plateau de jeu. Pour l'instant, nous n'avons que 2 événements, donc la porte fracturée et le téléphone hors service.
Prenez la carte de l'île représentant la région de Beg-Arvran. Chaque lieu permet d'accéder à une zone d'exploration spécifique, bois, grottes, carrières, etc., et renvoie à un paragraphe à lire en fonction du jour en cours. On va regarder la carte, parce qu'on ne l'a pas encore regardée. Derrière, on a la petite photo du coup. Et voici la carte. Donc on a des lieux, donc oui, le bois, la crique aux épaves, la maison des forçats, la carrière de Menglas, la grotte du serpent et batterie numéro 4. Et donc ces endroits sont répertoriés ici. Le phare est juste là et nous allons pouvoir poser des cartes si on laisse des objets dans les différents endroits sur les emplacements prévus. Ok. Je vais la laisser ici pour le moment. Des secrets sous forme de cartes numérotées qui restent en jeu tant qu'il n'est pas indiqué de les retirer. Des objets ou ressources laissés sur place si votre sac à dos est plein. Ces éléments doivent être récupérés dans la même journée, sans quoi ils seront définitivement perdus au crépuscule. La présence d'un jeton rouge posé sur un lieu indique qu'il a déjà été visité au cours de la journée. Un lieu peut être visité plusieurs fois dans la journée, mais le paragraphe associé ne peut être consulté qu'une seule fois par jour. Les points d'action. À chaque nouvelle journée, phase aurore, Ange récupère 12 jetons action rouge. Ce sont des jetons comme ceci, avec noté point d'action dessus. Vous pourrez les dépenser librement pour réaliser les différentes tâches de la journée, explorer, réparer ou satisfaire ses besoins. Chaque dépense est matérialisée en posant un ou plusieurs jetons rouges à l'endroit concerné. Une fois tous les points d'action utilisés, la journée s'achève avec la phase de crépuscule, puis la nuit. Une journée type à Beg-Arvran. Donc, nous avons la phase d'aurore. Chaque journée commence par une phase d'entretien et de préparation permettant de réinitialiser les éléments du jeu et d'anticiper les nouvelles difficultés. On récupère nos points d'action, donc les 12 jetons rouges, qui représentent nos points d'action pour la journée. On peut planifier les actions d'ange comme on le souhaite pour cette nouvelle journée. On tire une nouvelle carte événement qui sera placée sur le plateau de jeu à l'emplacement spécifié. Cette carte représente une nouvelle dégradation ou un nouveau risque apparu pendant la nuit. Une carte événement est dite active tant qu'elle reste sur le plateau et ses effets s'appliquent chaque jour selon la section effets si ignorés, tant que vous n'avez pas entrepris les actions nécessaires à sa résolution. Voire plus loin, effectuer les réparations. Pendant la phase de journée, on va devoir dépenser des points d'action. Durant cette phase, on utilisera donc les 12 jetons rouges récupérés à l'aurore pour organiser notre journée. Vous êtes libre de les dépenser comme bon vous semble en accomplissant diverses tâches, effectuer des réparations ou partir explorer l'île. À chaque action entreprise, placez un nombre de jetons rouges correspondant à son coût à l'endroit concerné. Qu'il s'agisse d'un lieu, d'une case rituelle de survie, utilisez les pions RS orange lorsque vous avez effectué les rituels s'alimenter et utilisez le poil. Donc les jetons RS orange, ce sont ceux-ci. Ou d'une carte événement. Cela vous permet de garder une trace précise des tâches accomplies au cours de la journée. Les catégories d'actions possibles. On va pouvoir faire des réparations. Ange peut tenter de résoudre les dysfonctionnements et dommages subis par le phare. Ces incidents sont représentés par les cartes événements posées sur le plateau. Chacune décrit un problème localisé et ses conséquences. Chaque carte indique les conditions de résolution. Donc on a ça par exemple sur la porte fracturée pour résoudre. Et ici on a l'effet si on n'a pas résolu l'action, ben voilà ce qui va se passer tous les jours tant que ce n'est pas fait. Si vous choisissez de réparer un événement, vérifiez d'abord que vous avez les ressources nécessaires et suffisamment de points d'action pour le faire. Si les conditions sont remplies, réduisez les jauges concernées si des ressources sont demandées.
puis posez le nombre requis de jetons rouges sur la carte événement. Cela signale qu'elle a été traitée dans la journée et permet de garder une trace des points d'action dépensés. Les cartes ainsi soldées sont retirées à la phase de crépuscule. Donc, si je décide de faire mon événement, ici, je vais utiliser un outil, un bois, un point d'action. Et à la phase crépuscule, on va la retirer et défausser tout ce qu'on avait posé dessus. Ok, explorer l'île. Chaque déplacement sur la carte de l'île, que ce soit depuis ou vers le phare pour déposer des objets ou entre deux lieux extérieurs, coûte un point d'action. Donc, un lieu, un point d'action, comme dans un jeu classique. À chaque déplacement, placez un jeton rouge sur le lieu atteint. Dès qu'Ange arrive pour la première fois de la journée sur un lieu, vous avez la possibilité de l'explorer. Cela signifie consulter le paragraphe indiqué sur le lieu en fonction du jour en cours. Un lieu ne peut être exploré qu'une seule fois par jour, c'est-à-dire vous rendre au paragraphe correspondant. D'accord. Donc, ici, si on décide, on part d'ici. Donc, on devrait dépenser un point d'action pour aller à la carrière, par exemple. Donc, un point d'action, on se déplace à la carrière. Arrivé à la carrière, on va récupérer la carte carrière. On va la retourner, ce qu'on va pas faire tout de suite puisque je veux pas me gâcher. Et on ira à l'entrée correspondante en fonction, ici, du jour où on est. Donc, lundi, mardi, etc. Pour l'instant, tout est clair. Juste que je retrouve où j'en étais. Les réparations, l'exploration, c'était là. Ok. Même si vous revenez plus tard dans la même journée pour y récupérer un objet ou déposer une ressource, vous ne pourrez pas relire ou réactiver le texte d'exploration. Ok. Le premier jeton rouge posé sur un lieu sert ainsi de marqueur d'exploration et les suivants rappellent vos déplacements ultérieurs. Parfois, le paragraphe visité vous proposera d'approfondir l'exploration ou de déclencher une action spécifique. Fouille, inspection, interaction. Ces options nécessitent généralement de dépenser des points d'action supplémentaires. Tant qu'il vous reste des jetons rouges, vous pouvez continuer à explorer de nouveaux lieux, revenir au phare ou poursuivre une action en cours. La journée se termine automatiquement une fois vos points d'action épuisés. Secrets posés sur les lieux. Certains lieux accueillent des secrets représentés par des mini-cartes numérotées. Un secret reste en jeu sur le lieu concerné tant qu'aucun paragraphe ne vous demande explicitement de le retirer ou de le remplacer. Donc en fait, contrairement aux cartes objets et choses qu'on va pouvoir laisser sur un lieu, les secrets ne seront pas défaussés au crépuscule. Répondre au rituel de survie. Chaque jour, Ange doit satisfaire ses 4 nécessités essentielles. S'alimenter, se reposer, utiliser le poêle, assurer l'entretien de la lanterne. Important. Ces actions ne peuvent être accomplies que si Ange se trouve au phare. Chaque besoin est associé à une case sur le plateau. Pour valider un besoin, vous devez payer le coût indiqué, souvent un point d'action, et parfois une ressource. Posez le ou les jetons pour marquer l'action comme accomplie. Attention, certaines cartes événements peuvent modifier le coût de ces besoins. Ajout de ressources, perte de points de caractéristiques, etc. Référez-vous toujours à la section « Effets si ignorés des événements actifs ». D'accord. Détail des rituels de survie. Les coûts indiqués ci-dessous ne tiennent pas compte de l'influence d'éventuelles cartes événements encore actives. Certaines d'entre elles peuvent modifier les conditions d'un besoin quotidien. Pensez à les vérifier avant de vous engager dans une action. S'alimenter. Le coût est de une ressource nourriture. Si on l'ignore, on perd 2 points de physique. Se reposer, 1 point d'action. Si on l'ignore, on perd 1 point en physique et 1 en mental. Nous avons une option récupérer. Si un jeton rouge est déjà placé sur la case se reposer, Ange peut ensuite dépenser 2 points d'action supplémentaires pour récupérer. Cela lui permet de regagner 2 points de physique et 1 point de mental.
Cette action ne peut être effectuée que si Ange s'est déjà reposé et s'il lui reste assez de points d'action. Utilisez le poêle pour faire du feu, une ressource de bois pour le coup, et si on l'ignore, on perd un point de physique à cause du froid nocturne. Entretien et mise en route de la lanterne, un point d'action et une ressource de pétrole. Si on l'ignore, on perd un point de mental miné par le sentiment d'échec de notre mission. Ne pas allumer la lanterne peut également entraîner des événements spécifiques durant la nuit. Certainement. L'affliction. Goût du laudanum. Si Ange est affligé par cette dépendance, il doit consacrer un point d'action chaque jour à la satisfaire. Cette dépense symbolise le temps, l'errance mentale et les efforts qu'il consacre à cette habitude envahissante. En échange, aucun malus mental ne s'applique pour le reste de la journée. La dose a temporairement calmé ses angoisses. Si vous choisissez de ne pas consommer, Ange perd un point de mental, un signe que le manque le ronge et affaiblit sa résistance psychique. Phase de crépuscule, fin de journée et vérification. Si vous choisissez de ne plus agir, la phase de crépuscule débute. Cette phase marque la fin de la journée active et prépare la transition vers la nuit. Retour au phare. Quelle que soit la position du pion d'Ange, replacez-le automatiquement au phare. Vous ne pouvez terminer la journée ailleurs. Nettoyage de fin de journée. Retirez tous les jetons rouges du plateau de jeu. Défaussez immédiatement toutes les cartes événements résolues au cours de la journée. Défaussez aussi définitivement tous les objets et ressources restés sur les cartes lieux. Ils sont considérés comme perdus à la tombée du jour. Les effets des événements non résolus. Pour chaque carte événement encore présente sur le plateau ou pour chaque rituel de survie non satisfait, appliquez l'effet figurant dans la section effet si ignoré, uniquement si cela est précisé. Et le passage à la nuit, avancez le marqueur sur la case nuit du jour en cours. Phase de nuit. À chaque fin de journée, une fois la phase de crépuscule achevée, le marqueur de temps passe sur la case nuit correspondante. Consultez alors le chapitre de nuit indiqué sur le plateau de jeu pour ce jour précis. Donc on a ici des entrées à chaque nuit qu'on va devoir aller lire. La nuit est un moment décisif. Vous devrez affronter les conséquences de vos choix passés, de votre état physique ou mental, ainsi que les effets persistants de certaines cartes événements. Survivre à la nuit est souvent un soulagement. Cela signifie qu'Ange a tenu bon une journée de plus sur cette île désolée. Et nous devons nous rendre maintenant au 172. À l'entrée 172... on nous dit de réaliser désormais toutes les étapes prévues à la phase Aurore du lundi 12 novembre 1923. À ce stade, vous devez avoir 4 cartes événements posées sur le plateau de jeu, dont la porte fracturée. Après avoir relevé la pression atmosphérique sur le baromètre anéroïde du poste de veille et noté la valeur réconfortante de 1018 HPA dans le carnet de bord, vous pouvez désormais dépenser votre tout premier point d'action. Si vous souhaitez l'utiliser pour une courte promenade jusqu'à la plage de Portsgwen, afin de vous réveiller pleinement et profiter du grand air du large, rendez-vous au 52. Sinon, libre à vous d'organiser votre journée comme bon vous semble. Alors, on nous dit qu'on est censé avoir 4 cartes événements, mais pour l'instant, nous n'en avons que 2. Alors, les événements, est-ce qu'il faut les tirer au hasard ou dans l'ordre? Ça, je ne sais pas. On va prendre le premier. On nous propose gentiment une infestation. En ouvrant le garde-manger, une odeur rance vous assaille. Des rongeurs et cafards ont investi les étagères, s'attaquent à vos réserves alimentaires. Résolution. Il faudra dépenser une ressource outil et un point d'action pour poser des pièges ou dépenser 3 points d'action pour tout nettoyer. Si on ignore, on perdra une ressource nourriture, tant que l'infestation persiste. Alors ça, ce sera prioritaire parce que la nourriture, on est vraiment pas bien.
Et on va prendre l'événement suivant. Fenêtre fêlée. Vous apercevez que 2 fenêtres sont gravement fissurées. Une bourrasque suffirait à briser le verre, exposant tout l'étage à l'humidité et menaçant la structure du phare. Pour résoudre, il nous faudra un outil, un bois, un point d'action, ou 2 ressources de bois et un point d'action. Si on l'ignore, la structure du phare est fragilisée. Alors je ne sais pas comment ça va se traduire, cette fragilité de structure du phare, mais on a déjà 2 cartes qui nous le prédisent. La porte fracturée et les fenêtres fêlées. Ok. Alors, on va juste réorganiser un petit peu notre zone de jeu. Hop, je vais faire un petit peu de place parce qu'on a beaucoup de choses à poser. Je vais décaler un petit peu ça. Pour l'instant, tout ça, c'est dans notre inventaire au phare. On n'est pas encore parti. Donc, là, on a le pistolet, les munitions, la lampe tempête, la hache, le pied de biche et la corde tressée. On verra ce qu'on emmène avec nous dans notre sac à dos. Le phare, on va le redresser un peu. Pousser tout ça. Voilà, comme ça, on aura les événements ici. Donc, nous avons bien nos 4 cartes événements. Ensuite, nous devons prendre nos 12 points d'action. On va les mettre par ici. Donc la carte événement, la 4e, on l'a piochée. Pour la journée, on pourra dépenser des points d'action, effectuer des réparations, explorer l'île, répondre au rituel de survie. Ça, on ne peut le faire qu'au phare, effectivement. Donc, rituel de survie. On pourra manger en dépensant une ressource de nourriture. On pourra se reposer en dépensant un point d'action. On pourra utiliser le poêle en dépensant un bois. Pour l'instant, on n'a pas de bois, va falloir qu'on aille en chercher. Et on pourra faire l'entretien de la lanterne avec un point d'action et une ressource de pétrole. Très bien. Je pense qu'on va commencer par la petite promenade de réveil qui nous a été proposée. Et donc, on nous demandait, c'était 172, si on voulait aller se réveiller en marchant un petit peu jusqu'à la plage, on allait au numéro 52. Ça va peut-être orienter un petit peu nos choix pour la journée. Le vent frais de l'aurore vous surprend, aussitôt la porte franchie. Parcouru d'un frisson, vous réajustez le col rêche de votre caban et marchez d'un bon pas vers la grève qui souligne d'un liseré doré la crique rocheuse sur laquelle se dresse le phare. C'est encore un pâle soleil d'hiver, mais sous ses rayons rasants qui nimbent la côte d'une lueur de miel, l'endroit vous paraît moins lugubre, presque apaisant. Sur le rivage mouillé où scintillent comme des pépites coquillages luisants et éclats lumineux de verre dépoli, vous longez les flots esquivant les vagues mourantes qui s'alanguissent sur le sable. La lente respiration de la mer, ce ressac palpitant vous enivre et au fil de votre marche, vous en percevez les subtilités. Ce n'est pas un chant monocorde et sourd comme vous le pensiez d'abord. Au contraire, une infinité de nuances surgit lorsque vous tendez l'oreille, déchiffrant peu à peu le message caché de cette magnifique sonate. Le crépitement de l'écume roulant sur le sable, le cri des mouettes qui se mêlent au rugissement de l'océan, le fracas des déferlantes sur les falaises escarpées, le chuintement du vent qui irise de frissons la surface mouvante de cette immensité bleue. Vous regagnez un point de mental si nécessaire. Alors, en mental, ok, on est de nouveau au taquet. Cette petite promenade nous aura fait du bien. La grève jouxtant le phare,
vous pouvez rejoindre celui-ci sans dépenser de points d'action. En revanche, si vous choisissez une autre destination, il vous en coûtera un point d'action. On va prendre notre carte. Nous sommes actuellement sur la plage de Begarvran. Hum, Crique aux épaves. Si on allait à la crique aux épaves, on pourrait peut-être trouver du bois, puisqu'il y a des épaves. Donc, je vais dépenser un point d'action pour me rendre à la crique aux épaves. On va récupérer la carte concernée. Crique aux épaves, la voici. Lundi 12, c'est bien le cas. Allez au 43. Donc la crique aux épaves, quoi qu'il arrive, après cette entrée, on ne pourra plus s'y déplacer. Enfin, on ne pourra plus lire de nouvelles entrées. Des écheveaux de varech séchés, tourbillonnant dans le vent, découvrent dans leur sillage une myriade de pierres rondes. Posées sur le sable, tels des joyaux multicolores, elles scintillent ardemment sous la lumière morcelée du soleil. La marée, quasiment au plus bas, révèle un fouillis de laminaires et de fragments d'épaves trop lourds pour être emportés par le flot. Par instants, un rouleau plus ferme vient s'écraser sur la grève, libérant un parfum de sel de goémon qui enivre tant les gens de mer. Si vous possédez l'objet numéro 5, alors l'objet numéro 5, non. Ah oui, d'ailleurs, on n'avait pas rempli notre sac à dos. Donc, dans le sac à dos, vu qu'on a droit à 6 emplacements, on va emmener... Ah ben... On va emmener une hache. Notre lampe, non. Peut-être pas tout de suite. En tout cas, on va emmener la hache, le pied de biche et la corde. Pour l'instant, on ne se sent pas en danger. On en était où? Oui, voilà. Si l'objet numéro 5, vous pouvez dépenser un point d'action. Non, 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 on ne peut pas. Dans le cas contraire, ou si vous ne souhaitez pas utiliser cet objet pour le moment, vous pouvez arpenter la longue étendue, désertée par les flots à la recherche de quelques trouvailles opportunes. Cela vous coûtera également un point d'action, avant d'aller au 185. Enfin, si le temps presse ou que vous pensez n'avoir rien à espérer ici, poursuivez votre journée ailleurs. Eh bien, on va dépenser un point d'action. Je vais le défausser ici. Et on va aller au 185. J'aimerais beaucoup trouver du bois. Ou autre chose. Je pense que tout nous sera utile. Vous longez la laisse de mer qui barre l'estran d'un trait épais, grattant consciencieusement du bout du pied les amas d'algues mêlées de détritus. Autant d'offrandes énigmatiques des courants capricieux déposés là comme un inventaire des profondeurs marines. Œufs de raie en forme de poches visqueuses et noires, méduses échouées ratatinées en blocs gélatineux, eau de sèche effilée, fragments de verre poli, coquilles de couteaux, d'huîtres ou de palourdes. Mais rien qui ne sorte vraiment de l'ordinaire. Vous repérez bien, çà et là, quelques bouts de bois flottés, mais pas de quoi constituer une réserve satisfaisante. Parvenu à l'extrémité de la crique, vous vous retournez face à l'immensité et poussez un long soupir de désappointement. Vos mains sont vides et dans le ciel, le soleil voilé poursuit son inexorable descente vers l'ouest. Si vous refusez de céder à la déception et entreprenez une nouvelle tentative, dans l'autre sens cette fois, allez au 217 en échange d'un point d'action. Si vous ne le pouvez pas ou ne le souhaitez pas, il ne vous reste plus qu'à quitter ce lieu. Alors, les points d'action dont on aura besoin impérativement pour se nourrir. Se reposer, il faudra un point d'action.
l'entretien de la lanterne, il nous faudra un point d'action. Pour l'instant, on a le pétrole nécessaire. Quel événement est-ce qu'on devrait résoudre en priorité? Le téléphone hors service, ce serait 3 points d'action. Et il nous faudrait aussi un outil. Donc si on résout le téléphone, 3 points d'action, un outil. Si on veut résoudre l'infestation, et ça me paraît absolument incontournable, il nous faudra un point d'action et un outil. Je pense qu'on fera ça. Là, il nous reste 4 points d'action. Je pense qu'on va faire un petit tour en sens inverse. Donc on va dépenser un point d'action. Parce qu'on est venu jusqu'ici, autant essayer vraiment, pour aller au 217. Opiniâtre, vous refusez cette déconvenue, vous accrochant à l'idée sans doute saugrenue que la marée n'a pas pu se montrer aussi avare. Vous revenez sur vos pas, traversez la digue naturelle de débris et poursuivez dans l'espoir de dénicher enfin quelque chose d'utile. Votre œil aguerri repère soudain, à la faveur d'un éclat furtif, un petit objet qui vous envoie un bref signal lumineux depuis son linceul de goémon. Vous vous penchez aussitôt pour le ramasser, constatant amèrement qu'il ne s'agit que d'un vieil hameçon tordu. Au même instant, un remous insolite rompt la monotonie du ressac, un mouvement rapide, une présence. Si votre mental est de 6 au moins, rendez-vous au 276. Non, on va mieux que ça. Si ce score est supérieur, allez au 111. Il se passe déjà des choses. 111. Le voilà. Vous apercevez avec un certain étonnement un petit groupe de dauphins fendant la surface entre deux lames. Ce spectacle à la fois rare et inattendu vous arrache un sourire sincère. L'humanité vous paraît bien présomptueuse de se croire supérieure à ces créatures gracieuses, évoluant sans entrave dans les immensités marines, composant un époustouflant ballet qui résonne en vous comme un hymne à la liberté absolue. Émerveillé, captivé, vous profitez autant que possible de cette brève éclaircie intérieure qui balaye un instant vos angoisses. Les cétacés finissent par disparaître de votre vue, tandis que des nuages plus opiniâtres se pressent dans le ciel hésitant. Vous comprenez qu'il n'y a plus rien à récolter ici. Il est temps de quitter la crique. Flûte. On doit quitter la crique. Ok. Est-ce qu'il se repassera quelque chose dans la crique? Ça, on ne sait pas. Pour l'instant, du bois, on en a 4. Maintenant, si on va visiter un autre endroit, on risque d'avoir peu de temps. Là, on a perdu du temps. On va aller à la carrière de Maine-Glace. Donc, je vais récupérer la carte. Ici. Donc, il nous restera 2 points d'action. Le lundi 12, allez au 227. Nous sommes toujours lundi. Malheureusement, on aura très peu de temps pour faire des choses. La piste qui mène à la carrière longe une falaise déchiquetée, cognée par la houle et baignée d'un soleil timide. Le vent frais vous cingle le visage, soufflant par bourrasques soudaines, mêlant son hurlement au fracas des vagues pour déchirer le silence minéral.
Vous reconnaissez à leur géométrie régulière et anguleuse les fronts de taille creusés en gradin, portant la marque de milliers de coups de burin. Incrustés dans la roche bleutée, de profondes ornières trahissent le passage des chariots d'autrefois guidés par des forçats puis des ouvriers. Donc on a la photo du lieu dans lequel on se trouve. Même labeur, même souffrance. Les premiers savaient qu'on leur avait volé leur liberté. Les seconds feignaient de l'ignorer, s'en remettant à Dieu, à la morale, au Gwynrou ou aux traditions. Par endroits, des blocs fissurés accrochent la lumière changeante. Les rayons obliques se diffractent dans un voile de poussière en suspension comme un nuage emprisonnant une mémoire révolue. Si vous décidez de parcourir la zone d'exploitation principale, notamment près des monceaux de pierre et boulets qui ne sont jamais recouverts par la marée, allez au 122. Si vous préférez profiter du jusant pour progresser sur l'estran déserté par les flots, explorer les recoins de la carrière les moins accessibles, rendez-vous au 67. Je pense qu'on va aller au 122 tout simplement parce que je n'ai pas emmené ma petite lanterne. Donc allons au 122. Des amas de blocs épars, parfois encore anguleux, tranchant comme des lames de couteau, forment des cairns étranges dont on ignore s'ils ont été érigés par la main de l'homme ou les caprices de la nature. De temps à autre, vous apercevez des manches de pioches ou de pelles exhumées de ces sépultures improvisées, épars brisés de vaisseaux fantômes surgissant d'un océan pétrifié. Peut-être qu'un examen plus minutieux vous vaudrait quelques découvertes. Si vous consentez à dépenser un point d'action pour fouiller les monceaux de gravats, rendez-vous au 243. Sinon, continuez à explorer les recoins de la carrière avant la marée montante en allant au 67, ou quittez simplement ce musée minéral. Je vérifie juste qu'on n'a pas d'autres entrées derrière. Non. On va dépenser un point d'action et ensuite on essaiera de se restreindre parce que ça va commencer à devenir compliqué. Donc on va au 243. Je ne sais pas dans quelle mesure on doit les utiliser avec parcimonie ou pas, donc on va voir ça rapidement. Votre persévérance finit par porter ses fruits. Au terme d'une recherche méthodique ayant depuis longtemps abandonné le décompte des blocs de pierre bleue que vous avez consenti à soulever et déplacer, vous exhumez une bâche goudronnée repliée sur elle-même et maintenue par des cordages effilochés. Le poids de son tombeau minéral dépourvu d'épitaphe l'a en partie écrasé et la toile se déchire en lambeaux au moment où vous la dégagez. À l'intérieur, pêle-mêle, pince, marteau et cheville, ciseaux à fendre la roche, coins métalliques et même un burin grossièrement affûté. Certains outils semblent presque soudés par la rouille, témoignant de décennies de torpeur dans une gangue de limon agglomérée par l'humidité, mais d'autres restent étonnamment utilisables. Vous empochez ce qui peut encore servir, prenez 2 ressources outils, ou 3 si vous possédez l'attribut mécano. Nous avons l'attribut mécano. Je l'ai ici. Je vais décaler ça un petit peu. Voilà. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On est là. Acquérez le secret numéro 2. Le flot fait déjà entendre la cavalcade de ses étalons aux crinières d'écume blanche recouvrant peu à peu l'estran. L'endroit sera bientôt à nouveau submergé par les eaux. Il est temps de partir. Ok. Alors, on va faire tout ce qu'on doit faire. C'est-à-dire, on récupère 3 objets outils. On en a un là, un là, un là. Ok. Et nous avons le secret numéro 2. Déterrer. Donc ce secret, on pose la carte secret sur la carrière de Menglas. C'est fait. On nous dit qu'il est temps de partir. Je vais dépenser un point d'action pour rentrer au phare. Voilà. Donc là, vous ne le voyez pas, mais je place mon petit personnage
sur la carte. Et maintenant, donc ce point d'action est dépensé. Et maintenant, on va s'occuper de toutes ces petites choses-là. Alors, pour la survie, ce qui était primordial, un retour au phare. Alors, effectuer des réparations, explorer l'île, répondre au rituel de survie. Je crois que c'était manger et se reposer. Je vérifie dans le livre. Alors oui, du coup, les rituels de survie les plus importants, c'était s'alimenter, sinon on perd 2 points de physique, et se reposer, sinon on perd 1 point de physique et 1 point de mental. Après, dans ce genre de jeu, il faut considérer le physique et le mental comme des ressources à part entière. Donc, très souvent, pour s'en sortir, ne pas hésiter à en perdre un petit peu. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, de toute façon, ce que nous allons faire en premier lieu, maintenant qu'on est revenu au phare, on est toujours dans la phase de journée. Parce que, en fait, je reviens au phare avant la nuit, puisque je suis obligée d'être au phare pour pouvoir faire ces actions. Je vais régler cette histoire d'infestation en premier lieu. Parce qu'on va perdre une ressource de nourriture à chaque fois, enfin à chaque fin de journée quand l'infestation persiste. Donc on va dépenser une ressource outil et un point d'action. Donc le point d'action qu'on avait mis de côté et on défausse un outil. Donc cette carte-là, elle est gérée. Elle sera défaussée pendant la nuit. Ensuite, nous allons utiliser l'entretien de la lanterne. Parce que ça, c'est très important, sinon on va perdre en mental. Donc on va perdre une ressource de pétrole et utiliser ce point d'action pour l'entretien de la lanterne. Est-ce qu'on utilise le poêle? En nourriture, on n'en a plus qu'une, c'est la dernière. Si on ne mange pas, on perd 2 en physique. Moi, je serais d'avis de réparer le téléphone au cas où on a besoin d'appeler des secours. Oups. Donc là, on va devoir dépenser une ressource outil et un point d'action. Le point d'action, on le met là. Par contre, les outils, on en a plus que ça puisqu'on en a ramené 3 de notre expédition. Donc là, je les défausse puisque quand on... Ah, je crois. Est-ce que c'est maintenant ou est-ce que c'est le soir? Non, c'est bien quand on rentre au phare. Donc mes 3 outils. 1, 2, 3. On est bon. Pour les fenêtres fêlées, il nous faudrait un outil, un bois, un point d'action. Et pour la porte fracturée qui est juste là, il nous faut un outil, un bois, un point d'action. Je serais d'avis de m'occuper de la porte fracturée parce qu'elle nous fait déjà psychoter depuis hier. Vu qu'elle s'ouvre à chaque fois qu'il y a un coup de vent et que visiblement ça nous stresse énormément. Donc je vais m'occuper de ça. Je vais défausser un outil, un bois, un point d'action. Donc ici c'est fait. Je pense que je ne vais pas m'occuper des fenêtres fêlées ce soir. Le phare sera effectivement fragilisé, mais on ne sait pas encore ce que ça signifie pour l'instant. On verra. Je vais utiliser une ressource nourriture pour me nourrir. Par contre, je la mets de côté parce que je n'en ai plus. Il n'y a plus de nourriture. Et je vais utiliser un point d'action
pour le repos. Le repos, on doit mettre ça d'ailleurs. Mais ça coûte un point d'action, donc je vais le défausser tout de même. Et il me reste un point d'action avec lequel nous n'aurons rien fait. Est-ce qu'on s'occupe quand même de la fenêtre fêlée? Parce qu'on a l'outil, on a le bois. Ou alors j'utilise le poêle, qui ne me demande pas de point d'action, qui me ferait perdre 1 en physique parce que j'aurais trop froid. Décision compliquée. Mais en fait, je suis en train de me dire, m'occuper de tous les événements en une fois, c'est pas forcément bon puisqu'on doit toujours en avoir 4. Donc il faudra en piocher. Ou alors c'est 4 au début de la partie, il faudra que je relise. Ça faisait beaucoup de petites infos en même temps. Non, c'est seulement piocher une carte événement au matin. Ok, donc moins on en a, mieux c'est. Ok, bon, on va le faire. Je vais avec mon dernier point d'action l'utiliser pour réparer les fenêtres fêlées qui sont ici. Donc ça me coûte un outil, un bois et le point d'action que j'ai posé là. Très bien. Donc là, ma phase de journée est terminée, je n'ai plus du tout d'action. J'ai bien rempli tout ce qui concernait la survie. On va passer à la phase de crépuscule. Donc retour au phare, on y est. Vérifier la résolution des rituels de survie et des cartes événements. Et on applique les effets au besoin. Et bien là, nous perdons 1 en physique parce que nous n'avons pas utilisé le bois, malgré qu'il nous en restait, mais on va essayer de l'économiser un peu pour utiliser le poêle. Les autres rituels de survie sont faits, donc on n'aura pas de problématique avec eux. Les événements, effets si ignorés, on n'en aura pas, du coup. On peut tout défausser. Parce que là, on s'est occupé de tout. Et maintenant, on doit, en phase nuit, consulter le numéro 214. C'est le numéro qui concerne notre première nuit au phare. L'horizon s'embrase sous l'agonie d'un soleil vaincu, mortellement blessé. Du sang semble suinter de ses derniers rayons, là où la terre est aspirée par le ciel, là où tout se confond. Des hordes de nuages pommelés, admirant le spectacle aux premières loges, s'étendent en une ligne cabossée. Ils renvoient comme d'étranges miroirs célestes les reflets rouges et or de l'astre déclinant. Aussi loin que porte votre regard, de petits groupes d'oiseaux de mer fuient à tire-d'aile cet immense incendie aux confins du monde. La nuit vient, enclosant l'espace, le réduisant au halo hésitant d'une lampe à pétrole, effaçant distance et perspective. Au-dessus de votre tête palpitent les premières étoiles scintillantes, mais de la lune, aucune trace. La brise marine forcit, et du large monte le souffle régulier des vagues. Assaillis de pensées mélancoliques, vous gagnez la salle de veille. Dans l'épais registre, aux pages lourdes et à la couverture de cuir, vous inscrivez sommairement les observations de la journée, après avoir relevé la pression atmosphérique, renseigné l'état de vos réserves et consigné l'avancement des réparations. Ces tâches routinières accomplies, vous redescendez d'un étage. Pour poursuivre votre introspection expiatrice face à votre machine à écrire. Si vous avez entretenu et allumé la lanterne, allez au 182. Dans le cas contraire, rendez-vous au 126. Eh bien, nous avons allumé la lanterne, alors, direction l'entrée 182.
Assis à votre table de travail, occupé à aligner le papier sur les rouleaux de la machine à écrire, de sinistres grincements métalliques attirent soudain votre attention. Vous suspendez votre geste, prêtant l'oreille. L'escalier, agissant comme une chambre d'écho, amplifie un étrange gémissement qui résonne en un impérieux appel. Par moments, le norrois tourbillonnant, grimpant le long du phare, se change en bourrasque impétueuse et étouffe cette plainte monotone. Elle semble provenir de l'énorme lentille de Fresnel là-haut, qui tourne lentement pour balayer la mer d'un faisceau pâle. On perçoit même à de fugaces instants troublants le vacillement de la flamme, si fragile face à la furie des vents venus du large, porteurs de pluie et d'une colère nourrie par leur longue course sans entrave. Vous ressentez l'importance de cette lumière dans la nuit, cet esprit de feu qui accompagne votre veille. Elle vous guide autant qu'elle vous lie, sentinelle de pierre dans les ténèbres sans fond. Regagnez, si nécessaire, un point de mental. Nous n'en avions pas perdu. Rendez-vous au 54. Vous écrivez. Lundi 12 novembre 1923, 23h15. Cette douleur enfuie en moi, je n'arrive pas à m'en départir. C'est si profond qu'elle semble labourer mes entrailles comme le ferait l'encre d'un bateau à la dérive, raclant des hauts fonds oubliés. Cela me suit partout. Je repense souvent à ce poème de Victor Hugo, La conscience. Finalement, qu'est-ce qui nous poursuit ainsi et nous tourmente inlassablement, quel que soit l'endroit où nous nous réfugions dans le vain espoir de parvenir à lui échapper? Qu'est-ce que l'œil de Dieu dont parle l'écrivain natif de Besançon? Le remords? La souffrance? La culpabilité? La cruelle et austère raison? Notre condition mortelle, si absurde? L'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Comme la prunelle d'un phare perçant les secrets des ténèbres, songez-vous en attrapant l'anse de votre tasse de café froid. Un choc brusque, organique. Vous sursautez. Rendez-vous au 73. Le papillon de nuit qui vient de se cogner contre le verre de la lampe dépolie, trônant sur la table de travail, est-il attiré par la lumière ou fuit-il éperdument les ténèbres qui l'enserrent? À moins que, simplement désorienté, illusionné par cette chimère d'astre artificiel accaparant son attention, il ne vole sans le savoir vers sa propre perte. Il pensait trouver un guide, un soleil, mais abusé tel l'orgueilleux d'Icare, il contemple déjà le reflet de son inéluctable trépas. Vous relisez votre texte, vous aimeriez l'amender, car paradoxalement, au fil des jours, cette souffrance lancinante que vous redoutiez, depuis la guerre et la mort de votre père, devenait étrangement familière. Vous vous êtes presque résigné à l'idée que c'était peut-être elle qui vous maintenait en vie, sous perfusion. Elle donnait un sens, ou semblait en donner, à ce qui jusqu'alors n'en avait pas. Elle s'installait, elle prenait ses aises. Au départ, ces élans furieux ébranlaient votre esprit, vous laissaient exsangue, sonner, plongé dans une torpeur indicible qui vous effrayait. Et puis, petit à petit, vous vous surpreniez dès l'aube à attendre patiemment qu'elle se manifeste. Vous aviez appris à canaliser la fougue de cet étalon sauvage, indomptable. Pire, vous éprouviez désormais un angoissant vertige quand elle se dérobait. Privé de sa présence, dont vous vous nourrissiez jusqu'à l'ivresse, vous ressentiez alors comme un manque, identique à celui du morphinomane. L'addiction était sans retour. Elle vous aiguillonnait comme l'éperon ou le fouet. Elle testait vos limites. Elle et vous ne faisiez plus qu'un. Peut-être était-ce là votre nature profonde, révélée, démasquée. L'idiosyncrasie, avait dit Gide, notre maladie de valeur face aux influences extérieures. La mélancolie, pas tout à fait encore. Un spleen enivrant, aurait soupiré Baudelaire. Au dehors, la nuit s'appuie de toute sa noirceur barbouillée de nuages sur le phare qui paraît se pencher sous la contrainte. Vous entendez le vent chointant sur les façades, coulant ses rafales chargées de pluie sur le toit gémissant. Si vous effectuez de fréquentes rondes dans les étages jusqu'à l'aube, afin de vérifier que tout est en ordre, ne vous accordant que de courts moments de repos, rendez-vous au 146.
Si vous préférez récupérer des forces en allant vous coucher sans remords, allez au 106. Oh, la formulation est culpabilisante et je dois veiller à ce que mon travail soit bien fait. Je vais aller au 146. Je me sens là un peu poussée à le faire. Vous alternez de courtes périodes de repos et de visites d'introspection méthodique, arpentant les étages de la tour tel un automate silencieux. Constamment à l'écoute, vous restez attentif au moindre bruit singulier, auscultant depuis ses entrailles ce géant de pierre dressé sur son promontoire, surveillant avec une solennelle gravité sa lente respiration. Parfois, dans ce concert de chuintements, grincements et craquements devenus familiers, un son inquiétant résonne, discordant. Il rompt par sa disharmonie agressive la subtile alchimie née de l'habitude et vous alerte aussitôt. Vous pressez le pas, cherchant à localiser l'origine de ce tourment dans le corps de l'antique titan, l'esprit ravivé par l'angoisse. Mais pourtant, vous n'observez ni ne constatez rien d'anormal. Il ne s'agissait le plus souvent que d'un sursaut tout au plus, un spasme aussi soudain qu'éphémère. Et bientôt, vous reprenez votre lente déambulation, veilleur inlassable, pénitent volontaire, médecin au chevet d'un patient silencieux. Placez le marqueur de temps sur la case Aurore du mardi 13 novembre sur le plateau de jeu et commencez votre nouvelle journée à Beg Aravran. C'est ainsi que nous allons terminer cette session de jeu et nous reprendrons lors d'un prochain épisode pour voir comment va se dérouler notre journée numéro 2. Je vous dis à tout bientôt. Je vous le redis encore une fois, quel plaisir de lire une aventure avec cette qualité d'écriture, c'est incroyable et c'est très immersif. Personnellement, je suis conquise, surtout après mon expérience avec Darkwater. Ça fait plaisir. Voilà, donc je vous dis à bientôt, amusez-vous bien. Merci.